Le tribunal militaire d'Abidjan a condamné à 10 ans de prison ferme 2 soldats de l'armée ivoirienne pour les infractions d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé officiellement la campagne contre les médicaments de la rue. Cette campagne vise à protéger la santé des populations à travers le concept « Ma santé, ma vie ». Au Brésil, alors que le coup d'envoi des Jeux Olympiques sera donné à Rio ce soir, la commission sénatoriale s'est prononcée à une large majorité pour la poursuite de la procédure de destitution de Dilma Rousseff. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le premier grand titre de cette édition, le tribunal militaire d'Abidjan a condamné à 10 ans de prison ferme 2 soldats de l'armée ivoirienne pour les infractions d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Le tribunal les a jugés coupables pour leur implication dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. Abou Sanogo. Le verdict est tombé. 10 années de prison ferme pour les sous-officiers Brice Touré et Zoumana Zanga Koulibaly. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan, qui les a déclarés coupables des faits d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Il leur est reproché d'avoir été en contact avec des personnes qui menaient des activités illicites en Côte d'Ivoire, notamment Hassan Bari, Dissam, ou encore Ange Bari Batesti, ex-conducteur de Hamza Jamal, impliqué dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. Dans son réquisitoire, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a évoqué une circonstance aggravante pour ces 2 militaires qui, bien que n'ayant pas pris part à l'attaque, n'ont rien fait pour l'empêcher en dénonçant ces suspects. Il a donc requis 10 années de détention ferme et 200 000 francs d'amende pour chacun des 2 militaires. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont souligné que la responsabilité de leurs clients n'est nullement engagée et que leur implication n'a pas été démontrée. Ils ne partagent donc pas la décision du tribunal. Il faut reconnaître à ce tribunal d'avoir pu donner une décision. Laquelle décision, nous ne l'acceptons pas du tout. Nous ne la partageons pas du tout. Mais qui s'impose à nous. Et pour le principe même du respect des institutions, ce pourquoi nous avons porté la robe, nous acceptons dans la douleur. Mais en même temps, sachez que les 5 jours qui me sont donnés pour faire un pouvoir en cassation, je ne veux même pas attendre le délai limite. Les 2 militaires et leurs avocats ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. Abou Sanogo, autre information, la cellule de coordination de suivi et de réinsertion CCSR a procédé à son siège des 2 plateaux, à la remise symbolique des clichés des centres de resocialisation basés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, et cela par l'entremise du Service civique d'action pour l'emploi et le développement. Kader Ouattara, Thomas Guessambi. 66 000 ex-combattants sur un effectif de près de 70 000 ont été réinsérés par l'ADDR, devenue en juillet 2015 la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion des ex-combattants CCSR. Aujourd'hui, après avoir accompli sa mission avec un taux de réalisation de plus de 95%, la CCSR passe la main au service civique d'action pour l'emploi et le développement. La CCSR a fini ses activités, d'où la rétrocession des centres qu'on occupait pour le stade de resocialisation au SCAD pour lui permettre de continuer avec la restauration des jeunes en général. Prenant le relais de la CCSR, le service civique entend s'inscrire dans la dynamique en insérant davantage les jeunes en voie de marginalisation. Le SCAD, c'est une continuité de la CCSR. Maintenant, le SCAD s'insère dans une dynamique de pérennisation avec des jeunes en difficulté ou des jeunes à risque. C'est-à-dire que nous prenons en quelque sorte en amont pour éviter que nous ayons les situations malheureuses que la Côte d'Ivoire a connues en commençant à traiter déjà ces jeunes.
Le 8 juin dernier, le gouvernement adoptait en Conseil des ministres un projet d'insertion de 300 jeunes vulnérables dans les centres de resocialisation de Sassandra et Guiglo. Ces jeunes seront les premiers à intégrer à partir de septembre prochain ces centres de resocialisation dont la remise des clés vient de se faire. Nous vous le disions dans nos titres hier jeudi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé officiellement la campagne contre les médicaments de la rue. Cette campagne vise à protéger la santé des populations à travers le concept « Ma santé, ma vie » à Mississauga. Des comprimés aux injectables, en passant par les sirops, les colis, les pommades, les suppositoires, les ovules et les sprays. Nous sommes à Djamé Roxy, le haut lieu du commerce de médicaments de la rue et de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. Ici, les médicaments sont vendus à l'air libre, exposés au soleil, à la poussière. Aucun respect des règles de conservation. À la vue de notre caméra, certaines vendeuses mettent à l'abri leurs marchandises. Pour se procurer des médicaments de la rue, pas besoin de prescription médicale. Il suffit tout juste d'expliquer les symptômes de la maladie et vendeurs et vendeuses livrent le produit. J'ai dit à la vendeuse que j'étais fatigué, que si elle pouvait me donner un médicament contre la fatigue. Et c'est ainsi qu'elle m'a donné un médicament. À la suite de cela, la situation s'est encore empirée. Je préfère la pharmacie parce que je trouve qu'avec la pharmacie, c'est plus en sécurité. Parce que très souvent, on prend les médicaments, que soit tu arrives, tu dis le nom et ces femmes-là n'arrivent même pas à trouver le médicament te donner. Du coup, ce qui veut dire qu'elles ne connaissent même pas le médicament qu'elles vendent. Donc, à quelque part, je trouve que c'est un peu dangereux. Selon l'OMS, les médicaments de la rue représentent environ 10% des médicaments en circulation dans le monde. 30 à 60% des médicaments en Afrique sont contrefaits. 200 000 décès par an sont imputés au seul paludique non conforme. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du phénomène. Ce sont environ 2 millions de médicaments qui sont vendus dans la rue par an, d'où une concurrence déloyale pour les pharmaciens. En termes de chiffre d'affaires, on constate une baisse. Nous recevons beaucoup de clients, mais qui viennent plus pour demander les prix. Avec ces prix, ils retournent là-bas pour mieux négocier sur le marché là-bas. Dans l'esprit de beaucoup, les médicaments en pharmacie sont hors de prix par rapport aux médicaments qui sont au marché. Alors que quelquefois, il y a des médicaments là-bas qui sont plus chers même que ce qu'ils ont ici. Parce que là-bas, elles font à la tête du client. Sur l'identité de leurs fournisseurs et l'origine de ces médicaments, les vendeuses hors micro ont indexé des délégués médicaux et pharmaciens, sans oublier la porosité des frontières. En 2006, donc, il y a eu 24 pharmacies braquées. En 2010, c'est 68 officines qui ont été pillées, saccagées pour récupérer les médicaments, avec même des grossistes répartiteurs. Depuis l'officine, depuis les grossistes répartiteurs, il y a des individus, ça existe, qui essaient de mettre en place un dispositif pour détourner des médicaments qui vont se retrouver au niveau du marché de la rue. Lorsque des personnes ont été prises la main dans le sac, on fait l'objet de radiation au niveau de l'ordre des pharmaciens. Selon le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, les médicaments de la rue en Côte d'Ivoire constituent environ 35% de l'ensemble du marché pharmaceutique, soit 50 milliards de francs CFA. Si vous considérez que les taxes fiscales et puis celles sociales, grosso modo, représentent entre 35 et 40%, l'État perd 20 milliards de francs CFA. Les conséquences sanitaires et sociales sont aussi nombreuses. La chaleur, ça détruit les médicaments. Donc quand ils vont acheter des médicaments qui ont l'impression qu'ils se soignent, en fait, ils ne se soignent pas. Généralement, les insuffisances rénales dont on parle beaucoup, ça peut être aussi une des causes, hein, la prise des médicaments de la rue, l'automédication à outrance. Pour mettre définitivement fin à ce phénomène de médicaments de la rue, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche sa détermination à travers une campagne de sensibilisation qui démarre ce jeudi 4 août. La solution, ce n'est pas le médicament de la rue. La solution, c'est de vous rendre où il faut, vous faire soigner correctement. Le président de la République est en train de lever tous les plateaux techniques de toutes nos structures sanitaires. N'ayez pas peur de franchir le seuil, d'aller à l'hôpital, de demander conseil, de demander aux médecins de vous prendre en compte et puis de vous faire soigner normalement. Ma santé, ma vie, un concept qui guidera cette campagne de sensibilisation. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas avoir la vie. Si vous ne fréquentez pas les hôpitaux, vous ne pourrez jamais
avoir des résultats, c'est-à-dire avoir la vie. Le médicament est une spécialité. Il faut faire des études de pharmacie pour avoir l'autorisation de vendre des médicaments. Si vous n'utilisez pas les médicaments que l'on doit utiliser, qui sont vendus en officine de pharmacie ou alors vendus dans les pharmacies de nos hôpitaux, vous n'aurez pas la vie. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'une des solutions pour éradiquer les médicaments vendus à la sauvette reste la vulgarisation des médicaments génériques. Après la phase de sensibilisation, place à la répression. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Nous serons obligés à un moment donné d'imposer cette protection des populations dans leur santé. Le gouvernement est décidé à mettre fin au phénomène des médicaments de la rue. Le président Alassane Ouattara a donc pris en 2014 un décret installant le COTRAMED, Comité interministériel de lutte contre la contrefaçon et les médicaments de la rue. Il accompagnera le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ses actions. Restons dans le domaine de la santé et rendons-nous à Bouaké pour parler avec Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel de l'évaluation de la satisfaction des malades atteints du VIH-Sida. Selon l'ONU-Sida, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2014 et 17 millions étaient sous traitement en 2015. La pandémie du VIH-Sida nécessite une intervention large et diversifiée. En effet, les personnes vivant avec le VIH ont besoin de soutien pour faire face à cette pathologie chronique qui entraîne généralement un rejet social. Ainsi, une bonne prise en charge contribuerait à améliorer leur état de santé. Depuis le secrétariat jusqu'à la pharmacie, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. On me reçoit bien, on ne me prend pas l'argent aussi. Les médecins, comme les pharmaciens, comme les assistants, et tous me conseillent comment je dois me conduire, tout ça. Même je fumais la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Il existe des maladies qui nécessitent des traitements de longue durée. Ainsi, les hôpitaux du jour ont été mis sur pied, des centres de référence pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour contribuer de façon efficace et significative à l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, il apparaît nécessaire d'évaluer la satisfaction de ces patients, surtout qu'aucune étude n'a encore été réalisée à ce jour en Côte d'Ivoire. D'où le choix du thème « Satisfaction des personnes vivant avec le VIH » suivi à l'hôpital du jour du CHU de Bouaké. Les patients sont satisfaits majoritairement, mais il revient aux agents de santé de faire un effort pour être encore plus courtois avec les patients. Travail satisfaisant pour l'ensemble du jury. Kwasi Avoué Laetitia est apte à exercer sa qualité de médecin. Pour le jury, les recommandations apportées dans la démarche qualité assureront une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous savons ce que les malades veulent et puis ce qu'ils ne veulent pas aussi. Donc nous allons partager, n'est-ce pas, nos résultats avec le personnel et discuter avec eux pour améliorer leur conduite. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH a été créé par l'arrêté numéro 411 du 23 décembre 2001. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur peaufine son plan d'action pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement, celui de se doter d'un plan stratégique de l'intégration sur la période 2016-2020. Un atelier de restitution des résultats d'études de ce plan stratégique 2016-2020 a eu lieu hier jeudi. Saliba Toudia, Gabriel Zadeh. Après la phase 1 de l'élaboration du projet d'étude du plan stratégique de l'intégration sur la période 2016-2020, place à la phase 2 avec le partage des résultats provisoires. Ce jeudi, sur la table des acteurs du ministère en charge de la question de l'intégration, un rapport provisoire sur les axes stratégiques à adopter pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. Cet outil de gouvernance, nous l'avons baptisé le PSI, donc le plan stratégique de l'intégration 2016-2020, qui rassemble un peu tous les axes stratégiques qui vont permettre à la Côte d'Ivoire non seulement de consolider sa position sur la scène internationale, mais d'agrandir son rayonnement. Nous avons pu dégager 3 grands axes stratégiques, mettre en lumière comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit pouvoir se positionner pour tirer le maximum de profit de l'intégration régionale.
ensuite mettre ensemble tout ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse accompagner les acteurs nationaux pour qu'ils puissent bénéficier de l'espace régional et africain, et puis le renforcement des capacités des acteurs nationaux et particulièrement du ministère de l'intégration. Des résultats soumis aux acteurs nationaux qui ont fait des recommandations. Aujourd'hui, les institutions sont en train d'évoluer, surtout vers les aspects économiques. Et cela se traduit par la recherche du dynamisme à travers la facilitation du commerce et des échanges, la recherche de la libre circulation des biens, des personnes et des droits des résidences, la mise en place d'infrastructures communautaires telles que les autoroutes qui lient les États, les chemins de fer. Des échanges fructueux pris en compte dans un prochain rapport, lequel devra être présenté dans les semaines à venir au gouvernement pour adoption d'une politique d'intégration régionale et africaine. À Korogo, le conseil régional du Poro a fait le bilan de ses activités. Ce sont plusieurs infrastructures qui ont été réalisées au profit des populations pour un peu plus d'1 milliard de francs CFA, nous dit Thérèse Tapeyopoué. Masegere, Kapele, Koni, Nankorgo sont des localités de la région du Poro qui viennent de bénéficier d'infrastructures socio-économiques initiées par le Conseil régional du Poro. Il s'agit d'écoles, de centres de santé avec logement, de routes, de ponts, pour plus d'1 milliard 750 millions de francs CFA. Au total, sur 65 projets initiés, 63 ont été réalisés et seulement 2 sont en souffrance par la faute des entrepreneurs. Ajoutez à cela plus de 500 millions qui attendent d'être investis. Au nombre des chantiers prévus, une retenue d'eau qui va booster l'activité agricole. Ce bilan a été fait lors de la 2e session ordinaire du Conseil régional du Poro. Nous avons au départ fait des promesses que nous allons réaliser beaucoup d'investissements. Oui, et je vous avais dit également que nous allons le faire en toute transparence et en toute équité. Au cours de cette session, le président du conseil régional, Tiemoko Yade Coulibaly, a procédé à la remise de chèques à des structures et services que le conseil régional a décidé de subventionner. Le district autonome de Yamoussoukro, lui, vient de se doter d'un plan stratégique de développement, une boussole, une véritable boussole selon le gouverneur Augustin Thiam pour réaliser les objectifs de développement et faire de Yamoussoukro un pôle économique d'ici à l'horizon 2028. Eugène Toubé. Tout un symbole, la remise officielle du plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro au gouverneur Augustin Thiam. Un geste fortement applaudi par l'ensemble des conseillers. Tous partagent cette vision du développement traduite en ces termes. Yamoussoukro, pôle de développement durable ouvert sur le monde à l'horizon 2028. Nous avons priorisé sur le court terme. Le Conseil va mettre en œuvre les projets pour lesquels les financements vont être trouvés. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro laisse entendre que le plan stratégique de développement de la capitale politique est conforme aux plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. Ce plan prend également en compte les exigences de développement et de progrès des populations. Et pour traduire cette vision en réalité sur le terrain, 300 actions clés, dont 97 projets prioritaires, ont été identifiés. Des projets qui touchent tous les domaines du développement. Au nombre de ceux-ci, le projet de réalisation d'un abattoir et la construction de 5000 logements. Le district autonome de Yamoussoukro compte faire appel aux investissements publics et privés, à la coopération décentralisée et surtout au partenariat public-privé pour financer l'ensemble de ces projets. Des projets qui nécessitent la bagatelle de 600 milliards de francs CFA. Nous avons identifié une société chinoise qui est déjà installée en Côte d'Ivoire qui se propose de nous financer pratiquement à 100%. Et les projets qu'ils vont faire le seront essentiellement en BOT. Ils financent, ils construisent, ils exploitent. Et une fois qu'ils ont amorti, ils restituent au district. Et c'est comme ça que nous allons réaliser notre développement parce que l'État tout seul ne peut pas. Le plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro est un grand défi pour le gouverneur Augustin Thiam. Car les populations attendent de voir.
des populations désabusées par l'image que Yamoussoukro offre à voir aujourd'hui. Une ville malade de sa voirie est confrontée à un gros problème d'assainissement. Le développement, c'est aussi dans le Bunkani. Plusieurs villages de cette région sont soulagés. Les populations de ces villages bénéficient de pompes hydrauliques, une réalisation du conseil régional du Bunkani. Ces ouvrages ont été livrés aux populations le week-end dernier. Kwasi Mamadou. Ambiance festive à Biriko-Douor, un village du département de Bouna. Plus besoin maintenant de parcourir 3 ou 5 km pour avoir de l'eau pour le ménage. De l'eau dont la qualité laisse souvent désirer. Les femmes de ce village disposent désormais de l'eau potable à portée de main. Une pompe hydraulique villageoise à motricité humaine est réalisée. Une œuvre du conseil régional de Bunkani qui a mis au centre de son programme de développement le bien-être de la population. Ce village n'est pas le seul bénéficiaire du don en pompe hydraulique. D'autres villages tels que Kwakou-Douor et Dile-Douor disposent désormais de l'eau potable. Ces populations goûtent pour la première fois l'eau potable. Philippe Hien, président du conseil régional, a signifié aux populations que toutes leurs préoccupations seront prises en compte afin d'améliorer leurs conditions de vie. Il a également demandé aux populations de contribuer à l'entretien et à la préservation des ouvrages réalisés à leur endroit. Ces cérémonies de remise de pompes hydrauliques s'inscrivent dans le programme de la première session ordinaire du conseil régional. Au cours de cette rencontre, Philippe Hien a fait le bilan des actions réalisées fin 2015 et début 2016. Au titre de ces activités, la construction de 9 dispensaires, de 10 forages équipés en pompes à motricité humaine et un système HVA réhabilité. Au titre de l'éducation, 7 écoles primaires ont été construites et équipées en table-banc, pendant que 23 salles de classe ont été construites pour les établissements secondaires. Un bilan jugé satisfaisant par le corps préfectoral, qui a demandé à Philippe Hien et à ses collaborateurs de faire davantage pour le bien-être de la population de Bunkani. Au cours de cette assise, le Conseil a adopté le budget triennal estimé à 3 milliards 500 millions de francs CFA. Et tout à fait autre chose à présent et parlons des journées portes ouvertes à l'université Lorugnon Guédé de Daloa. Les visiteurs du jour, qui n'étaient pas des étudiants, ont été marqués par le travail abattu dans cette université qui se veut une université d'excellence. Thérèse Tapeyoboué. Les 41 enseignants primés pour la qualité de leurs travaux au cours de cette deuxième édition des journées portes ouvertes sont des maîtres assistants et maîtres de conférences. Thème de ces journées, l'université Jean Lorugnon Guédé, moteur de développement agricole pour une économie durable. Cette journée a un double objectif. La première, c'est d'ouvrir l'université sur l'extérieur. L'extérieur, c'est la ville d'Aloa, de nous ouvrir sur la Côte d'Ivoire et sur le monde entier. Le deuxième objectif, Daloa est une université à vocation agroforestière. Certains étudiants y sont, sans trop savoir pourquoi ils y sont. Nous voulons les rassurer sur les formations que nous donnons. Le représentant de la ministre Ramatali Bakayoko a rappelé que Daloa, étant une grande région de production agricole, l'installation d'une université à vocation agroforesterie ne ferait que développer la formation et la recherche. Quant au président de l'Assemblée nationale, il a été représenté par le vice-président Manou Bikweli. Il a félicité les étudiants pour la paix qui règne au sein de leur université. Une université où les étudiants s'organisent pour veiller sur la sécurité des étudiants eux-mêmes, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Et là, je peux vous dire que ces enfants-là, je dois leur dire d'avancer et puis continuer, employer toujours cet effort de paix, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. Ces journées portes ouvertes ont été marquées par une conférence sur le thème « Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire ». Les émissions radiophoniques satiriques de la RTI, de plus en plus proches des populations de l'intérieur du pays. Pour sa première sortie, l'équipe de production a choisi comme destination Tanda. Tanda, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou. La cour de la mairie de Tanda, transformée en studio radio à ciel ouvert. L'émission radiophonique Place Publique de la RTI a déposé ses valises à Tanda. Le temps de l'enregistrement de son premier numéro, en dehors de ses locaux de fréquence de haut plateau. Nous sommes venus, nous avons tenu l'émission ici et tout s'est bien passé. Et je pense que nous avons bien fait d'accepter cette invitation parce que Tanda est un exemple, est un bel exemple de développement. Critique sociale, danse, humour,
Le maire de la commune de Tanda se prête aussi au jeu. Fréquence 2 travaille pour Tanda, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on nous a dit que la radio de Tanda s'appelle Radio Tanda International, ça fait RTI, alors que Fréquence 1 travaille pour la RTI. Le spectacle s'est poursuivi jusque tard dans la nuit. Au petit matin, l'équipe de l'émission Place Publique a pu visiter quelques réalisations du conseil municipal de Tanda. Parlons de cet atelier d'écriture de nouvelles et de poèmes qui s'adresse aux jeunes filles âgées de 8 à 16 ans. Il se déroule au siège de la Commission nationale de la francophonie. Il a débuté le 2 août et prendra fin le 30 août prochain avec pour thème droits de l'enfant et protection de l'environnement. Patricia Omouetia. La réalisation de cette première édition d'atelier d'écriture de nouvelles et de poèmes va permettre aux enfants de connaître leurs droits, de les sensibiliser au respect de l'environnement et de leur donner le goût de l'écriture et de la lecture. J'aime bien écrire, lire, j'adore la conjugaison et autres. Au-delà d'occuper sainement les jeunes filles de la commune de Cocody pendant les vacances, cette initiative de l'ONG GEPALEF, Genre, Parité et Leadership Féminin, vise à forger les femmes leaders de demain. Nous démarrons ce jour avec de grandes écrivaines de demain et des femmes leaders qui maîtrisent la question des droits de l'homme, qui maîtrisent la question de la protection de l'environnement. Une initiative vivement encouragée. Cet atelier réservé aux filles sur l'écriture et le respect de l'environnement, je pense que c'est un atelier qui arrive bien à propos. C'est une initiative très généreuse de la part de l'ONG GEPALEF. L'aventure dans laquelle vous vous lancez est loin d'être banale. En effet, écrire est un exercice d'audace et de courage. Sachez aussi que la réussite est basée sur des valeurs cardinales que vous devez cultiver sans relâche. Il s'agit entre autres de la discipline, la ponctualité, l'assiduité, la rigueur et l'humilité. Au terme de cet atelier, un gala sera organisé pour récompenser les meilleurs tests, des écrits qui seront édités et publiés. En Afrique du Sud, les premiers résultats des élections municipales sont connus. Le parti au pouvoir, l'ANC, est en tête certes, mais perd plusieurs grandes villes du pays. Wilfried Hermann-Guivet. Les élections municipales en Afrique du Sud livrent progressivement leur verdict. L'ANC au pouvoir depuis 2 décennies voit sa suprématie remise en cause. Le parti du président Jacob Zuma s'incline dans plusieurs grandes villes du pays comme Port-Elizabeth. En 2011, l'ANC enregistrait 61% des suffrages. Le parti reste toujours dominant avec 54% des voix selon les résultats encore partiels. Des résultats qui confirment un certain mécontentement des électeurs pour la politique de gestion du pays par l'ANC. Les nombreux scandales financiers et la corruption seraient à la base de ce mécontentement des électeurs. L'ANC et l'Alliance démocratique sont en tête et restent au coude à coude. Dans plusieurs municipalités, ni l'Alliance démocratique ni l'ANC n'ont obtenu la majorité absolue de 50%. Les deux partis vont donc devoir chercher du soutien et pourraient se tourner vers Julius Malema, l'opposant historique à l'ANC. Le parti EFF de Julius Malema s'impose comme la troisième force de ce scrutin et risque bien de se retrouver dans le rôle d'arbitre. Les résultats définitifs de ces élections municipales devraient être annoncés en fin de matinée, des résultats partiels qui confirment les sondages énoncés en faveur de l'opposition avant le dépouillement du scrutin. Au Brésil, alors que le coup d'envoi des Jeux Olympiques sera donné à Rio ce soir, la commission sénatoriale s'est prononcée à une large majorité pour la poursuite de la procédure de destitution de Dilma Rousseff. En attendant, c'est le principal rival de Dilma Rousseff, l'ancien vice-président Michel Temer, qui continue d'assurer la présidence par intérim du Brésil. Nous vous le disions, les Jeux Olympiques débutent officiellement ce vendredi à Rio, au Brésil. 10 500 athlètes du monde entier rivaliseront pour décrocher une médaille, de préférence en or, devant des centaines de millions de téléspectateurs, et ce, durant 15 jours. Voici quelques chiffres clés à retenir pour cette compétition. Et c'est avec Kader Ouattara et Hamza Diaby.
Rio, centre du monde sportif pour 2 semaines. 2 semaines d'une fête planétaire pour laquelle la ville s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les 2 millions de visiteurs et les quelques 25 000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement. À Rio, où 10 500 athlètes en provenance de 206 nations se sont donné rendez-vous pour disputer une ou plusieurs des 306 épreuves au programme, dont les 41 disciplines issues de 28 sports dans le golf qui revient après 112 ans d'absence. La sécurité est assurée par 85 000 policiers et militaires. Les Jeux, ce ne sont pas qu'une course au plus grand nombre des 812 médailles d'or en jeu. C'est également 60 000 repas à servir quotidiennement, 450 000 préservatifs distribués à raison de 2 par athlète et par jour dans les 4 pôles olympiques dispersés dans la mégalopole. Ces Jeux olympiques, les premiers du genre, organisés en Amérique du Sud, avec un budget de 7 150 milliards de francs CFA, verront une équipe particulière, celle des réfugiés, composée de 5 Sud-Soudanais, 2 Syriens, 2 Congolais et 1 Éthiopien, créés par le Comité international olympique, qui entend voir plus de 7 millions de billets vendus avant le début officiel de la compétition ce 5 août. Depuis ses débuts en 1896 en Grèce, c'est la 31e fois que les Jeux olympiques ont lieu. Et pour être complet, sachez que 217 athlètes russes ont finalement été retenus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.